Honnêtement, je sais pas trop commencer le daily recap d'aujourd'hui. Parce que la séance que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait probablement partie des meilleures séances que j'ai fait depuis un bon moment maintenant, avec du coup des très très bons PR. Donc déjà, on est sur une séance lower force. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués avec ces termes de force et volume, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais moi je pratique la périodisation concurrente. Donc je fais des séances avec des rep range différents au sein de mes semaines. J'ai une séance plutôt axée volume, avec des rep range autour de 6 à 20 reps et plus, et une séance plutôt axée force, avec des rep range entre 1 et 7, en gros. Et donc ça a de multiples avantages, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais du coup, aujourd'hui, on est sur une séance force, donc tu as des rep range relativement bas, et plus axé du coup autour des grosses charges absolues. Pour résumer un petit peu les facteurs externes d'avant la séance, globalement, je me sentais pas dans une forme olympique. J'étais pas non plus arraché de fatigue ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était une reprise de cycle comme il y en a plein d'autres. Je me sentais pas dans une forme exceptionnelle, mais je me sentais pas ruiné non plus. Et du coup, c'était la première séance lower de ce nouveau cycle, ou plutôt du cycle que je viens d'entamer. Parce que aussi en périodisation concurrente, donc on fonctionne par cycle. Toutes les 2 semaines, par exemple, on va alterner entre une programmation A et une programmation B. Ici, on est sur la programmation où j'ai du Zercher deadlift, de la leg press ascendante, du leg extension, des extensions mollets, du hip thrust, du wrist curl, etc., etc. Reprise de cycle, pas forcément optimale côté récupération, pas forcément non plus dans une forme olympique comme je l'ai dit, mais plutôt en termes de groove et d'efficience technique. Et pourtant, sur tous ou sur quasiment tous mes exercices, j'ai fait d'excellents PR et ça, on va commencer à débuter maintenant, pas à résumer parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Ok, donc premier exercice de la séance, on part sur du Zercher deadlift. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Zercher deadlift, c'est une variation où en fait on simule un petit peu un deadlift avec des bras extrêmement courts en portant du coup la barre dans le creux de l'avant-bras. Et donc ça, c'est une variation qui forcément implique d'avoir une plus grande flexion de colonne, notamment dans la zone lombaire, et qui a tendance à aussi étirer davantage les ischio-jambiers. Même si, bon, étant donné que les ischios s'insèrent sur le bassin, si le bassin est en grande rétroversion, comme c'est le cas sur du Zercher deadlift, on n'est pas extrêmement étiré non plus. Il faudrait pour ça passer le bassin en antéversion, c'est-à-dire cambrer. En gros, au plus vous cambrez, au plus vous allez étirer vos ischios au niveau du coup de l'insertion du bassin, et au plus vous êtes en rétroversion, au plus vous arrondissez le bas du dos, au moins vous l'êtes. Alors j'ai commencé ma montée en gamme tranquillement, là on peut voir que il y a 60 kg. Alors je mets toujours une grande intention de vitesse sur mes barres de chauffe parce que tout simplement le Zercher deadlift c'est un exo où je sais que très rapidement je vais perdre en explosivité, en Vmax, etc. Et donc si mes premières barres de chauffe passent pas très facilement, passent pas avec une bonne vélocité, je vais avoir du mal à me dire que je vais être performant aujourd'hui, en tout cas sur des charges lourdes. Mais voilà, là pour l'instant, 60 kg, ça passe extrêmement facilement. Ensuite, je passe sur une deuxième barre de chauffe à 80 kg. Et pareil, passe très bien, c'est très solide, je sens comme s'il n'y avait pas beaucoup de charge, globalement assez léger. Troisième barre, 100 kg, moi j'aime bien faire de 20 en 20 pour le coup, du moins sur les premières barres. J'ai tendance aussi à faire la 40 kg, mais je la filme pas. Et du coup la 100 kg, elle est passée comme ceci, en sachant que mon 1RM est à 130 kg sur l'exercice, donc 30 kg de plus que cette barre de chauffe. Voilà, globalement ça passe très bien. Seul petit défaut, on voit qu'il y a une petite résistance au niveau du lockout. Et vous allez voir qu'il m'est arrivé un truc un peu particulier justement sur cette partie-là du mouvement qui m'était jamais arrivé avant. Et du coup la dernière barre de chauffe, une barre de chauffe à 120 kg en single, en sachant que du coup ça allait en gros déterminer si jamais j'allais tenter de battre mon 1RM sur cette séance ou plutôt j'allais chercher autre chose dans mon tableau. Donc là c'est là 120 kg. Et vous voyez qu'elle passe bien, mais c'est un petit peu accroché, notamment à ce niveau-là, au-dessus des genoux. Je trouvais que j'étais pas extrêmement efficient et surtout, moi, de mon ressenti, je l'ai senti extrêmement lourde et plutôt lente. Donc, pas dans les meilleures conditions psychologiques pour aller abattre le 1RM. Et donc, je me suis dit que ça allait être plus pertinent aujourd'hui de ne pas tenter le 1RM et de plutôt aller chercher un peu de rep work, pareil sur la même variation, donc en dead reps, mais du coup, d'éviter d'aller chercher un 130,25 kg ou 135 kg ou dans ces eaux-là.
mais plutôt me freiner et rester justement autour des 120 kg, même à 120 kg, et de faire une série à ce poids-là, pour la simple et bonne raison que dans mon tableau de PR, mais je n'avais aucune donnée dans ces alentours-là. J'avais une donnée autour des 115 kg, je crois, pour 3 reps, si je me trompe pas, et j'avais sinon beaucoup plus bas, 106 kg x 6, et du coup pas vraiment dans le même rep range, et à 120, j'en visais 2 pour marquer une progression, pour faire un PR. Et du coup, j'ai mis 120 kg, je me suis bien hypé pour le coup, parce que sur le Zercher deadlift, et même sur la plupart de mes mouvements, quand je fais des grosses séries, j'aime bien beaucoup me hyper, me mettre vraiment dans ma bulle, grosse musique, comment dire, essayer de transcender, essayer d'ascendre, tu vois, pour aller chercher en fait les moindres petites unités motrices de mon corps qui devraient être recrutées pour faire ce lift. Vous voyez, hop, des petites claques dans le crâne, je fais un peu d'hyperventilation, je me claque un peu, j'essaye de me réveiller, de me booster, etc. Là, j'attends le drop de la musique, et dès qu'il s'approche, je mets la barre dans le creux de mes coudes et ensuite j'y vais. Et donc là, on voit que la première rep, elle passe bien, mais elle accroche quand même un petit peu, hein, encore au lockout, un truc un peu bizarre où ça ralentit pas mal. Deuxième rep, elle va plus vite à l'amorce. Alors, pour essayer, pourquoi? C'est vrai, après tout, c'est bizarre que ma deuxième rep aille plus vite que la première rep. Sauf que, en réalité, vos muscles ont une certaine élasticité. Et en fait, quand vous commencez par la concentrique, vous ne mettez pas sous tension vos muscles, vous ne générez pas d'énergie élastique. Et donc, ça peut être plus difficile de casser la barre du sol comparé à si jamais vous partez de l'excentrique. Puisque l'excentrique va vous permettre de générer justement de l'énergie élastique et ensuite d'utiliser cette énergie élastique pour repartir. Et ensuite, on a la troisième rep qui passe aussi bien, mais qui commence à un petit peu accrocher. Et la quatrième rep où là, je perds mon casque, mais là, je me lock-in. Et en vrai, en revoyant ça, bon, on voit bien que ça accroche pas mal au niveau du verrouillage, encore une fois. Mais malgré tout, je trouve que cette quatrième rep est très très bien passée. D'autant plus que j'ai un léger déport vers l'avant. Juste ici, ma barre, vous voyez qu'elle ne longe pas parfaitement mes jambes, mes cuisses, notamment du coup sur la portion haute. Donc voilà, il y a un petit peu de bras de levier en plus, avec peut-être une meilleure trage, meilleur groove, etc. Et un peu plus de confiance en moi, pour le coup, et en la perf, en l'ayant tenté en vrai. Peut-être que la cinquième serait passée. Ce n'est que partie remise, hein. Dans tous les cas, la force, ça ne disparaît pas, même ça se développe, surtout quand on fait ce genre de série. Et donc, sur la prochaine séance force, si je tente pas 121 x 4, c'est que j'aurais tenté le 1R. Après cette première série, je me suis senti pas mal tanké nerveusement. Je sentais qu'elle m'avait mis un petit coup, et du coup, je me suis dit que j'allais passer sur une deuxième série relativement facile. Alors évidemment relativement facile parce que j'avais quand même minimum besoin de faire 5 répétitions avec à peine 12,5 kg de moins. On va dire dans mon tableau c'était la partie la plus facile pour un rep range plus élevé. Après j'aurais pu charger 121 kg par exemple et n'avoir besoin que de faire 2 répétitions pour PR. Ça aurait pu être une tentative, mais j'aime pas généralement augmenter ma charge. Je préfère diminuer au fur et à mesure des séries et faire un petit peu le principe de top set back off qu'on retrouve en powerlifting. Et du coup en deuxième série, j'ai mis 107,5 kg sur la barre et elle est passée comme ceci. En sachant du coup, pour vous rappeler, que j'avais un 106 kg x 6, si je me trompe pas, dans mon tableau. Et donc voilà, après la série en dead rep à 120 kg, le nerveux était pas mal attaqué. Là on voit que même s'il y a moins lourd, je vais moins vite. Tu vois, ma concentrique elle est un petit peu plus lente, ça graine un peu plus. J'ai tendance aussi à avoir un groove pas très optimal, mais ça c'est pas tant lié à la technique, hein, c'est plus lié au placement. Vous voyez qu'ici la barre tangue beaucoup et ça peut faire perdre pas mal d'énergie. Mais malgré tout, j'arrive à dépasser un petit peu toutes ces sensations un peu désagréables. Côté énergie, je parle, et je vais chercher une 6e rep pour valider le PR plus 1,5 kg. Mon petit doigt me dit qu'à l'heure actuelle, ce PR là a déjà été dépassé 3 jours après, mais je n'en dirai pas. Et du coup, pour finir, après ces 2 séries en dead reps, j'ai voulu commencer à travailler avec des reset reps. Donc ça, c'est une variation assez particulière qui ressemble un petit peu au cluster en powerlifting ou en streetlifting. Mais en gros, le principe des reset reps, c'est tout simplement de faire une répétition, puis de prendre un temps de repos défini et de refaire une répétition. Mais en fait, à chaque fois, de réinitialiser complètement la position. Par exemple, sur un squat, ça serait de sortir la barre,
faire la rep, re-rack la barre. On attend X temps et ensuite on ressort la barre, on refait la rep et on se remet. Donc ça permet d'avoir un groove extrêmement spécifique au 1RM. C'est un petit peu comme si on faisait plein de 1RM à la suite les uns les autres et donc c'est très intéressant pour justement optimiser le groove, la trajectoire, la technique, la mise en tension du 1RM et donc devenir plus efficient sur ce rep range là en particulier. Rep range qui du coup moi m'intéresse étant donné que j'ai des objectifs de force sur le 1RM notamment. Et à côté de ça, ça permet aussi évidemment de développer la force, l'hypertrophie, puisque le dénominateur commun de tout ça, c'est la surcharge progressive. Donc en fait, si je passe de 110 kg x 6 en reset reps 20 secondes à 130 kg x 6, j'aurai progressé en force et en hypertrophie. Et du coup, la série de reset reps, on va peut-être pas la mettre en entière parce qu'elle dure 2 minutes 40, mais elle s'est présentée comme ça. Au début, je m'étais dit que j'allais faire des reset reps 15 secondes et au final, pendant la série, je me suis rendu compte que ça aurait été un petit peu trop rapide. Un temps d'arrêt de 15 secondes entre chacune des répétitions, d'autant plus que le Zercher Deadlift, c'est un exercice qui a une bonne ROM, donc qui est assez fatigant par single. À la différence de, je sais pas, du bench de powerlifting où on aurait ça d'amplitude et où faire des 1RM à la suite, c'est un petit peu plus facile. Pour le coup, sur les premières répétitions, pas trop de soucis, hein, côté production de force, côté groove, ça allait. Mais je sais que passé un certain stade sur la série, ça a commencé, voilà, à pas mal tanguer. En fait, j'ai remarqué que j'ai un petit problème de placement. Je crois qu'inconsciemment, j'ai tendance à plutôt me placer à droite de la barre. Et donc, il y a plus de levier sur le côté gauche. Et donc, la barre penche plus à gauche. Et ça, le problème, c'est qu'il faut que je le corrige évidemment pour tout simplement optimiser mon mouvement et éviter justement de subir ce déséquilibre. Parce que là, pour le coup, c'est juste nuire à ma performance pour nuire à ma performance. Là, on remarque dès cette quatrième rep, je crois, que ça grind déjà beaucoup plus. Là, comme on a pu le voir, hein, là, ça commence à, notamment dans la partie de transition entre le passage des genoux et le fait d'être plus ou moins en position de Zercher squat. Cette transition, c'est vraiment là où je suis le plus faible sur le mouvement. Et là, on remarque tout simplement que c'est la partie qui a tendance à le plus grinder. Une fois que j'arrive à vraiment avoir la barre au-dessus de moi, les hanches en dessous, même si j'ai beaucoup de flexion de genoux ou quoi, je vais réussir à verrouiller parce que j'ai une très bonne force en flexion de genoux. Mais par contre, dans cette position-là, pour le coup, c'est assez dur. Mais vous voyez que là, aucun souci quand j'arrive en position haute. Hein. Et petite remarque rigolote, après cette série-là, je me suis dit, après cette répétition-là, j'étais en mode, bon, c'est bon, j'ai fini, hop, je remballe. Mais je sais pas, j'ai eu une lueur d'espoir, je me suis dit, ah, non, vas-y, c'est pas encore fini. Du coup, j'ai repris mon reset, je me suis reconcentré. Enfin, c'est surtout que j'ai une lueur d'espoir liée à la musique, parce que la musique, j'ai senti le deuxième drop de la musique arriver. Du coup, je me suis dit, non, je peux pas. Et évidemment, au moment où je me suis replacé, il y a eu le drop, et ça, c'était merveilleux. Et du coup, ça m'a permis de décrocher, je pense, cette dernière répétition. Comme quoi, la musique, ça peut être un vrai cheat code quand c'est bien utilisé. Mais là, c'était un petit peu du hasard. Mais ça m'a permis de vraiment me booster et de finir cette série. Et du coup, de finaliser ces 6 répétitions et de finaliser aussi mon Zercher Deadlift. Donc mon deuxième exercice polyarticulaire après ce Zercher Deadlift, c'était de la presse à cuisse ascendant ou leg press pendulaire, bref, peu importe. Ça faisait un petit moment que j'avais hâte de reprendre, notamment de reprendre sur la variation de base que j'avais sur l'exercice, c'est-à-dire la variation en dead stop classique, mais avec du rest pause et notamment du rest pause dans la position genou verrouillé. Sauf que le problème, pour ceux qui savent, c'est que je m'étais blessé au genou il y a de ça 6 mois, en soirée, bref, accident bête, je vais pas revenir là-dessus. Et en fait, j'étais obligé sur cette machine de faire de la tension continue, c'est-à-dire de ne jamais reposer les poids et en fait de faire mes reps en continu, tout simplement, donc au même titre qu'on ferait du curl comme ça, et qu'on enchaînerait jusqu'à temps de plus en pouvoir. Et donc ça, le problème, ça marche très bien, vous pouvez très bien progresser avec ça, c'est une variation qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Par contre, moi, l'inconvénient majeur, c'est que je déteste ça. C'est la variation à laquelle j'adhère le moins, non, même pas tant à cause de la brûlure musculaire en elle-même, mais parce que je me sens tout simplement limité et je sens que je pourrais me pousser beaucoup plus loin, grind beaucoup plus, etc. Et donc, j'apprécie moins ce genre d'effort. Cependant, du coup, j'étais obligé de travailler ça parce que c'était la seule variation que je pouvais faire sur cette machine. Mais en l'occurrence, ça fait à peu près 2 mois, un mois ou deux,
que mon genou va nettement mieux. De par les protocoles de réhab que j'ai mis en place, de par évidemment le fait de s'être focalisé sur la réhab, parce que j'en avais tout simplement marre d'être blessé. Donc en fait j'ai décidé de prendre les choses en main pour de vrai et d'appliquer un vrai protocole de réhab, et devinez quoi, ça a extrêmement bien marché. Et donc aujourd'hui c'était la grande reprise de la presse pendulaire en dead stop. Et donc en l'occurrence alors je me souviendrai pas précisément de mes tableaux, mais je sais que toutes mes séries sont des nouveaux records, notamment ce 105 kg qui est la plus grosse charge que j'ai jamais mise sur l'exercice, en fait à tel point que là on arrive sur quasiment le maximum que je vais pouvoir mettre sur la machine, en tout cas vous voyez ici. Pourquoi? Parce que évidemment il y a un deuxième pin pour charger les disques, le problème étant que ça n'est pas la même courbe de résistance, dans le sens où si vous chargez vos poids, vos disques sur celui-ci, et si vous chargez vos disques sur celui-ci, il n'aura pas exactement la même courbe de résistance. Ici ça sera beaucoup plus dur en haut que en bas, et ici ça sera plus dur en haut que en bas, mais pas à la même intensité. Pourquoi? Parce que ce pin là est nettement plus loin du point de pivot que celui-ci, et donc le changement en courbe de résistance est plus intense. Et donc j'attendais aussi d'atteindre le maximum de plaques possible sur le pin facile avant de passer sur une variation avec le pin difficile. Et là je pense que on y arrive bientôt, hein. L'objectif ça serait de mettre du coup les 6 plaques, et donc de mettre 120 kg, ce qui est le maximum chargeable sur la machine, mais je sais même pas si je vais attendre d'avoir les 6 plaques honnêtement, ou si je vais pas tout simplement passer sur ça, parce que de temps en temps ça me pose problème, notamment quand je fais des 97,5, 98, des trucs comme ça, où en fait je suis obligé de mettre un 10, un 5, un 2,5, un 1,25, un 0,5, et en fait le tout compilé ça passe pas vraiment sur la presse. Je sais pas encore trop comment je vais gérer ça, est-ce que je change maintenant, est-ce que j'attends, mais j'aimerais bien quand même max out cette presse sur un pin avant de passer sur l'autre. Que du coup on est sur la première série à 105 kg, et donc j'ai fait 4 répétitions. Alors je sais plus par contre si j'ai fait le même nombre de répétitions du côté gauche et du côté droit. En tout cas ce que je sais c'est que c'était lourd, et que pour le coup ça avait un petit peu grind. Alors je sais pas si j'ai la quatrième du côté gauche, parce qu'il m'arrive régulièrement du coup de ne pas avoir les mêmes performances du côté gauche et du côté droit, et là j'ai bel et bien fait 4 répétitions du côté gauche. Du côté droit, bon, à mon avis, il y aura largement 4 reps du côté droit. Généralement, j'ai moins de répétitions du côté gauche que du côté droit. C'est même pas forcément lié à la blessure en elle-même. Peut-être que ça a accentué ce problème-là pendant un certain temps. Mais ça, c'était un problème que j'avais déjà avant, en vérité. Et en vérité, ce n'est même pas un problème. Tout simplement parce que votre corps a des asymétries. Vous êtes plus fort du côté droit que du côté gauche, généralement. Du moins si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Et pour les jambes, c'est un petit peu la même chose. Vous avez toujours une jambe dominante et vous avez toujours un bras dominant. Et en fait, ce bras dominant aura toujours un meilleur influx nerveux, une meilleure coordination, une meilleure motricité globale, et sera toujours plus efficient dans les différentes tâches que vous aurez à faire, et donc vous serez toujours un petit peu plus fort. Ce malgré des techniques pour corriger les déséquilibres. Par contre, là où ça peut être problématique, ce déséquilibre, c'est s'il est beaucoup trop exagéré et s'il crée des compensations, notamment sur les exos bilatérales, et si ces compensations sont douloureuses ou peuvent vous amener à des blessures ou une simple asymétrie. C'est absolument pas normal. Moi, j'ai parfois 3-4 répétitions de différence entre la jambe gauche et la jambe droite, et c'est normal. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. C'est pas une différence exagérée. Tout dépend de l'exercice, de l'effort, du contexte, etc. Mais c'est pas du tout rare ni anormal d'avoir ce genre de différence de performance. Comme on a pu le voir, cette première série s'est très bien passée, et elle m'a mis assez en confiance pour en deuxième série, sur la même variation, une série à 95 kg, en sachant que j'avais 92,5 kg x 11 ou 12 dans mon tableau. Donc ici à 95 kg, l'objectif minimal était de faire peut-être 6 répétitions dans ces eaux-là, mais évidemment je cherchais pas à faire 6 répétitions. Mon objectif il était clair, mon objectif il était de faire aux alentours de 11-12 répétitions pour aller battre mon ancien record à 92,5 kg. Je n'ai pas fait le même nombre de répétitions, je crois que j'ai fait une ou deux reps de moins, mais avec 2,5 kg de plus, donc ça reste une progression dans mon tableau, puisque je n'avais jamais fait enregistrer cette performance là non plus, du coup à cette charge là et pour ce rep range là. Et du coup on va juste regarder le côté droit ensemble, parce que le côté gauche il est moins intéressant. Bon, là on voit que je me concentre beaucoup,
Ça va de pair avec ce que je fais pour la hype. Généralement, quand je me hype, soit je bouge un petit peu dans tous les sens, je me claque, etc. Soit je me concentre sur ma respiration, sur la musique et voire même je fais de l'autosuggestion positive en mode tu vas arracher la barre, tu vas la détruire, t'es le meilleur, des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'aide vraiment à rentrer dans le truc et en fait à tout simplement chercher à annihiler ma série pour aller chercher le plus gros PR possible, la meilleure progression possible et essayer de tout détruire tout simplement. Et là vous voyez que la première rep ça vole hein, et ensuite les autres vont suivre. Généralement le grind sur l'exercice il arrive un peu d'un coup, en tout cas j'ai l'impression. Évidemment on a toujours une réduction de la vitesse de la concentrique hein, au fur et à mesure des reps, mais j'ai quand même l'impression que je passe de pas vraiment grind à grind d'un coup sur cette machine. Et d'ailleurs, j'ai pas expliqué pourquoi est-ce que je fais de la presse pendulaire et pourquoi pas de la presse classique ou alors du hack squat ou des choses comme ça. En sachant que moi j'ai aussi à côté de ça des gros objectifs en squat notamment et donc faire du hack squat, ça serait plus spécifique. Faire du pendulum squat, ça serait aussi un petit peu plus spécifique, même si c'est assez éloigné. Après, faire de la presse à cuisse, ça serait aussi plus spécifique de par la courbe de résistance du mouvement. Ici, on a ni le placement qui est identique, on a les hanches en flexion. Ensuite, la courbe de résistance, elle n'a rien à voir non plus avec un squat. Ici, on est sur une courbe de résistance ascendante, donc facile en position basse, difficile en position haute. Au squat, c'est l'inverse. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Et la première raison, elle est assez simple, c'était parce que j'étais blessé. Donc, étant donné que j'étais blessé, le seul exercice que je pouvais faire, ou plutôt les seuls exercices que je pouvais faire, c'était les patterns de presse à cuisse avec une résistance plus importante au niveau du verrouillage. Et encore pire, je devais ne pas aller jusqu'au verrouillage. Donc, je devais faire une sorte de partiel bas, presse à cuisse pendulaire, parce que sinon en fait les autres exercices me créaient des jets. Le deuxième point, c'est parce que en arrivant sur Montpellier, j'ai fait quasiment que du travail justement avec des résistances ascendantes, donc soit par squat pendulaire, soit par presse à cuisse pendulaire. Pourquoi? Parce que ça a tendance à être plus intéressant pour l'hypertrophie des quadriceps. Parce que les quadriceps se font voler un petit peu de travail entre guillemets dans la position basse par les fessiers, par les adducteurs. Et donc si on veut accentuer le recrutement des quadriceps et avoir une presse plus quads based, on va plutôt se tourner justement vers des presses pendulaires qui vont accentuer du coup la difficulté du mouvement sur la partie haute, sur la partie proche du verrouillage, là où on aura quasiment que de l'extension de genou. Donc voilà, ça c'est les deux premières raisons. Et la troisième raison, c'est l'adhésion. Je préfère faire de la presse pendulaire à faire de la presse à cuisse classique. Le hack squat, ça me plaît, mais pas particulièrement. J'aime bien le faire en résistance accommodante, mais du coup, autant le faire à la presse pendulaire plutôt que d'utiliser un élastique. Et surtout qu'en plus, dans ma salle, il est très très souvent utilisé, le hack squat. Et donc, je peux facilement perdre du temps. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je fais de la presse pendulaire. Je n'arrêterai pas d'en faire avant d'atteindre du coup un certain niveau de force que j'ai pas encore déterminé. Là, je pense que les 120 kg, enfin du coup max out la presse pendulaire, ça serait un bon objectif pour pourquoi pas faire une petite pause sur le mouvement, passer sur soit du hack squat justement, et pourquoi pas repasser sur du hack squat classique, soit passer sur du pendulum squat, soit passer sur une autre variation de squat que j'ai pas encore déterminée. Bref, on verra bien, j'ai le temps. Et après ça, je suis passé sur mes wrist curls, donc mes flexions. Et bien voilà, c'était tout pour la partie gratuite de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez retrouver le reste de la vidéo, elle est disponible sur le Discord Fontes, donc il vous suffit de rejoindre via le lien en description. Vous pourrez aussi retrouver énormément de contenu autre, que ce soit du contenu exclusif vidéo ou du contenu sous la forme d'articles autour de la musculation, de la nutrition, de l'entraînement ou de principes plus spécifiques à la méthode que j'utilise, c'est-à-dire la méthode Fontes, comme le tableau des PR, la périodisation concurrente, les séries flexibles, etc., etc. À côté de ça, vous pourrez retrouver l'accès à la communauté, des concours, des challenges. Bref, n'hésitez pas à rejoindre. À côté de ça, si vous êtes intéressé par le fait de découvrir la méthode en étant accompagné, vous pouvez venir me contacter sur Instagram. Je serai ravi de travailler avec vous. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, petit like, petit commentaire, abonnez-vous. Sur ce, c'était Galahad. Ciao.